Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. L'escalade verbale se poursuit en Corée du Nord. Le pays en vient à conseiller aux diplomates installés en Corée du Sud de quitter le pays, ce qui pourrait tout de même inquiéter les milliers d'étrangers qui vivent en Corée du Sud. La France a précisé qu'elle n'envisageait pas d'évacuer ses 2000 ressortissants là-bas. Mais ce que vous nous dites ce soir Alexandre, c'est que les gesticulations, les menaces du jeune dictateur nord-coréen, elles sont surtout destinées à accompagner en fait sa reprise en main de l'armée. Bah oui, je m'étonnais quand même des raisons pour lesquelles ce nouveau président de 29 ans s'était décidé à déclarer la guerre à la terre entière, aux États-Unis, à la Corée du Sud, ça va se l'en dire, au Japon c'est implicite, mais même à la Chine qui est de plus en plus mécontente. Et j'ai retrouvé au fond la matrice initiale du régime nord-coréen, qui est une paranoïa galopante et un nationalisme tous azimuts. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi il s'était ainsi proclamé chef de guerre avec une mise en scène véritablement spectaculaire. Et puis, j'ai regardé un petit peu. Eh bien, dès l'été dernier, le chef de l'armée, le général Ri Yong-ho, a été destitué. Et puis, son père, Kim Jong-il, lui avait donné une sorte de mentor, de parrain. C'était son oncle, justement, qui s'appelle, encore un nom compliqué pour nos auditeurs, mais on va le dire une seule fois, Chong Sang-tak, lequel a disparu de tous les écrans en Corée du Nord, alors qu'il était très visible auparavant, depuis le début de la crise. Alors, comme l'oncle et le général étaient présentés comme les deux parrains qui allaient permettre au jeune homme de s'affirmer peu à peu, mais quand même dans le respect des grands anciens, on a le sentiment que dans un grand mouvement de révolte adolescente, Kim Jong-un a décidé de prendre le pouvoir. Et de prendre le pouvoir, c'est destituer beaucoup de militaires, beaucoup de fonctionnaires qui ne sont évidemment pas d'accord avec la ligne provocatrice qu'il a décidé de prendre et qui, bien sûr aussi, sont certainement beaucoup plus proches de Pékin que de lui. Alors Alexandre Adler, si on vous écoute bien, ça veut dire que c'est une histoire interne à la Corée du Nord et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Pourtant, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui est sud-coréen lui-même, il faut le rappeler, il dit attention, c'est très dangereux. Un simple incident, un petit incident pourrait déclencher une situation incontrôlable. J'ai tendance à dire que là, Ban Ki-moon montre des grandes qualités de diplomate, parce qu'au lieu d'insulter Kim Jong-un, il le prend au sérieux, ce qui va lui plaire. Mais là où les Sud-Coréens connaissent bien leur homme, c'est qu'ils disent qu'ils n'attendent évidemment pas une pluie de missiles sur Séoul, encore moins sur les États-Unis qu'ils ne peuvent pas atteindre, mais un sale coup quelque part, comme par exemple la corvette qui a été coulée avec ses 36 marins, sans crier gare, il y a 2 ans. Et effectivement, il n'est pas impossible que Kim Jong-un nous prépare une belle provocation sur la frontière, de manière à faire encore monter la tension et à augmenter, disons, les mises. Mais à jouer comme ça, comme un jeune adolescent qui découvre le casino, Kim Jong-un va peut-être aussi découvrir qu'on peut marcher sur le râteau. Et en particulier, je pense que la conjonction des militaires de la vieille garde, de quelques membres de l'appareil et des Chinois qui sont extraordinairement présents en Corée du Nord en raison du caractère impécunieux de ce régime, eh bien, c'est peut-être la menace la plus importante qui pèse sur ce jeune homme. Voilà, ce dictateur nord-coréen qui est un adolescent. Alexandre Adler insiste là-dessus. Merci beaucoup, à demain. Dans un instant.